Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs ou à la tokenisation dans Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous demanderons dans un instant pourquoi la tokenisation accélère-t-elle en France, en Europe et aux États-Unis. Une question que nous poserons à Faustine Fleuret, experte indépendante crypto et finance. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la gestion de vos assurances-vie ou de vos PER. Quelle gestion choisir entre gestion libre, gestion déléguée, gestion pilotée à l'horizon. Nous en parlerons dans un instant avec Guillaume Essette, directeur associé chez Gfineo, mais aussi avec Christophe Olivier, directeur général de MyPension Expert. Et puis enfin, dans la dernière partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous reviendrons sur ce dispositif d'apport cession, le 150 0 BTR, sur lequel nous ferons un point avec Benjamin Prodhomme, associé gérant de chez Césambre Capital. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Pourquoi la tokenisation accélère-t-elle depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois? C'est la question qui va nous animer à présent dans l'écho des cryptos. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Faustine Fleuret. Bonjour Faustine Fleuret. Bonjour Nicolas. Vous êtes experte indépendante crypto et finance. Et alors on va essayer de comprendre ensemble pourquoi la tokenisation revient de plus en plus sur le devant de la scène. Je dis depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. En tout cas, c'est ce qu'on voit médiatiquement, mais peut-être que ça fait plus longtemps que ça existe. Peut-être on peut commencer par redéfinir très rapidement pour ceux qui nous écoutent ce qu'est la tokenisation financière et pourquoi on en parle dans un rendez-vous crypto, Faustine Fleuret. Oui, tout à fait. Alors la tokenisation, c'est très simple. C'est simplement le fait de représenter des actifs et donc quand on parle de tokenisation financière des instruments financiers, de les représenter sur des blockchains. Et pourquoi on fait ça? C'est pour conférer à ces instruments financiers qu'on va dire tokenisés, c'est pour ça qu'on parle de tokenisation, leur conférer en fait tous les avantages d'être émis et d'être échangés sur des blockchains. On va commencer par la transparence, ce qui permet une meilleure traçabilité, une meilleure auditabilité, donc des marchés qui vont être plus facilement lisibles que peuvent l'être les marchés financiers classiques, avec des outils hyper perfectionnés du point de vue technologique pour le suivi des risques, par exemple. Oui, tout à fait. L'automatisation d'un certain nombre d'opérations grâce aux smart contracts, ces petits bouts de code qui s'exécutent automatiquement quand ils sont bien précodés, donc par exemple la distribution de dividendes ou le règlement livraison. On parle de transparence, mais c'est vrai que dans le monde financier, on peut avoir besoin de confidentialité. Et donc ça, c'est tout à fait possible de pouvoir moduler un certain niveau de protection des informations tout en étant très protecteur de ces informations avec une dissémination, on va dire parcimonique de ce qui peut être peut-être sensible à divulguer, des économies de coûts. On a des études qui estiment une économie de coûts entre 30 et 70% quand on va émettre et quand on va gérer des instruments financiers sur les blockchains. Donc, derrière un concept finalement très simple, des apports très importants et beaucoup d'opportunités qui sont aujourd'hui en fait mieux compris par des acteurs. Pourquoi est-ce que la tokenisation financière accélère depuis quelques mois, Faustine Fleuret? Alors tout d'abord par une meilleure compréhension de ces opportunités, par l'ensemble des acteurs qui vont être concernés, que ce soit les acteurs traditionnels, les acteurs financiers classiques, mais aussi les pouvoirs publics et même les banques centrales. Donc une meilleure compréhension avec des projets, des expérimentations, on en parlera plus tard, qui en fait montrent tout à fait leur intérêt. On a aussi une pression concurrentielle importante, notamment parce que tant les banques centrales, tant les acteurs financiers classiques comprennent qu'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, des nouvelles fintech, des nouvelles plateformes, et aussi des nouveaux types d'actifs. Je pense aux stablecoins, ces actifs qui représentent des devises et qui sont stables dans le temps. Et ça fait vraiment craindre finalement un renversement du système financier et la peur de perdre des précarés qui sont aujourd'hui ceux des acteurs institutionnels. C'est une meilleure compréhension qui vient expliquer, ou il y a aussi peut-être, je sais pas, un cadre réglementaire, des startups qui arrivent sur le marché, et donc du coup ça pousse un peu tout le monde à s'y intéresser? Alors, quand on parle de réglementation, si on regarde en Europe et si on regarde aux États-Unis, c'est très différent. Et effectivement, si on regarde les opportunités comment elles sont saisies, on va voir qu'aux États-Unis, ça a été saisi beaucoup plus tôt qu'en Europe. Donc effectivement, en Europe, qu'est-ce qu'on a? On a une clarification réglementaire qui n'existait pas jusqu'à maintenant aux États-Unis et qui a permis de
poser les premiers jalons de réglementation, apportant un cadre de confiance utile, notamment aux acteurs institutionnels. On a beaucoup déjà parlé de la réglementation MiCA, des marchés crypto. Il y a un volet qui concerne l'encadrement des stablecoins. Ces stablecoins qui sont un actif de règlement en fait naturel de transactions qui sont exécutées sur des blockchains. Donc ça a permis de clarifier dans quel cadre il pouvait y avoir ces émissions en Europe. On connaît un tout petit peu moins le régime pilote pour les infrastructures de marché DLT, qui est entré en application beaucoup plus tôt que MiCA en Europe et qui, pour le coup, met en place une zone d'expérimentation avec des exemptions à la réglementation financière traditionnelle. Je pense à MIF2, je pense à SDSDR, pour permettre de bénéficier de ces opportunités technologiques, parce que c'était pas possible dans le cadre Et là, on est en plein dedans d'ailleurs dans le régime pilote. Tout à fait, tout à fait. Quand on parle de transactions, de négociations sur des instruments financiers, quand on parle de régler et livrer sur des opérations financières, on est en plein dans ce régime pilote. Donc ça, c'était en Europe. Ça, c'est en Europe. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on parle de tokenisation, c'est parce qu'il y a un cadre clair sur les stablecoins. Il n'y a pas de tokenisation sans cadre clair sur les stablecoins, si je comprends bien. Alors, parce que les stablecoins sont un actif de règlement, en fait, logique, si on veut vraiment que toute la chaîne de transactions soit sur les blockchains. D'accord. Parce que sinon, ce serait pas aussi opérant et ce serait pas si intéressant. Les stablecoins, c'est un des actifs règlements, on va dire, les plus naturels. Il y a aussi les monnaies numériques de banque centrale, mais contrairement aux stablecoins, ce ne sont pas des monnaies qui existent, d'une part, aujourd'hui, alors que les stablecoins, il y en a déjà qui sont émis, beaucoup de stablecoins dollars. Et les monnaies numériques de banque centrale ne sont pas forcément émises sur des blockchains. Il y a des choix technologiques qui doivent encore être faits par la plupart des banques centrales et par exemple la Banque centrale européenne. Alors ça, c'est côté Europe, mais aux États-Unis, on a vu aussi les choses bouger un petit peu. D'ailleurs, on voit pas mal de grands noms américains se mettre à la tokenisation, Faustine. Oui, tout à fait, parce que depuis, je dirais, le début de l'année, il y a une volonté de rétablir plus de clarté, plus de lisibilité, là où aux États-Unis, il n'y avait pas eu tous ces travaux réglementaires, donc on nageait un peu dans un univers très instable et c'était très inconfortable. En janvier, il y a eu un premier décret publié aux États-Unis qui, sans parler de tokenisation, on va dire, aménage des conditions favorables parce que promeut l'utilisation des blockchains publiques, promeut l'émission de stablecoins dollars et d'ailleurs interdit l'émission d'un dollar de la Fed parce que les stablecoins privés sont très bons pour ça. Et très récemment, au Sénat a été adopté le Genius Act, qui est cette première brique réglementaire qui concerne là aussi les stablecoins et qui est celle, on va dire, souvent la plus attendue par rapport aux opportunités des stablecoins, mais aussi les craintes que font peser les stablecoins sur, par exemple, la souveraineté monétaire, la stabilité monétaire, qui ne sont pas forcément des craintes fondées, mais qui sont celles qui freinent aujourd'hui l'adoption et la promotion par les banques centrales et pouvoirs publics notamment. Qui sont les grands acteurs qui se sont saisis du sujet? Est-ce qu'on a des grands noms de la finance traditionnelle? Je pense à des grands fonds d'investissement qui font des expérimentations en tokenisation aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, dans la gestion d'actifs, si on commence par là, effectivement, vous avez des acteurs comme BlackRock ou comme Franklin Templeton qui ont déjà tokenisé des fonds sur des blockchains publiques. Mais alors ça, c'est des grands noms aux États-Unis, mais si on prend en France, on a un acteur qui s'appelle Spaico, qui a été le premier acteur européen à créer, à émettre des fonds monétaires tokenisés. Donc la gestion d'actifs, c'est effectivement un univers assez logique dans lequel la tokenisation a été expérimentée. Vous avez aussi les obligations, le marché des obligations et même l'obligataire souverain. On peut noter des expérimentations de la Banque de France, de la Banque mondiale, de la Bundesbank, enfin beaucoup de banques centrales qui finalement essayent, en émettant des obligations tokenisées, de comprendre les opportunités d'un règlement dans des actifs de règlement tokenisés aussi, donc plutôt des monnaies numériques de banque centrale. À ce sujet, on a la BCE qui a en février annoncé qu'elle allait davantage travailler sur une monnaie, un euro numérique qui va servir à régler les transactions financières faites sur des blockchains. Sur les marchés de l'immobilier aussi, vous allez avoir des projets comme Realty, comme Bricken. Sur le financement des entreprises, vous avez des très beaux projets en France, je pense à Dogo, je pense à Lise, parce qu'ils vont permettre un marché plus liquide, parce qu'ils vont faciliter l'accès à ces financements, vont faciliter par exemple des PME, des petites entreprises qui n'ont pas accès à des canaux classiques, de se financer grâce au blockchain. Et plus récemment, je pense à Deutsche Bank qui veut émettre son stablecoin et des dépôts tokenisés. Je pense à Kraken qui va mettre en place qui se lance sur le marché et sur les actions. Merci beaucoup Faustine Floret de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes experte indépendante crypto et finance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.
Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quel type de gestion existe et quel type de gestion vous correspond le mieux lorsqu'il s'agit de souscrire à un PER ou un contrat d'assurance vie. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Guillaume Essette. Bonjour Guillaume Essette. Bonjour. Vous êtes directeur associé chez Gfineo. On a le plaisir d'accueillir également Christophe Olivier. Bonjour Christophe Olivier. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur général de MyPension Expert. Alors on va essayer de comprendre avec vous deux déjà tous les types de gestion qui peuvent exister sur un PER ou une assurance vie et ensuite ceux qui peuvent correspondre en fonction des profils. On s'amusait avant l'émission à les citer. Christophe Olivier, vous alliez même jusqu'à citer les moins connus. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Moi j'ai noté qu'il existait la gestion libre, la gestion déléguée, la gestion pilotée, la gestion pilotée à horizon. On reviendra peut-être sur la différence entre tous ces types de gestion. J'ai tout dit là où il manque des options pour les épargnants? Non, vous avez à peu près tout dit. Effectivement, la réalité, c'est que donc on a la gestion libre, c'est-à-dire l'épargnant choisit lui-même ses supports. À l'autre extrémité, la gestion pilotée, où là, il va laisser une société de gestion choisir les supports pour lui. On va rajouter une option supplémentaire qui est la gestion pilotée à horizon, c'est-à-dire qui va surtout correspondre au plan d'épargne retraite, dans la mesure où on sait quand on va s'apprendre sa retraite, on a une échéance, et donc il va y avoir des propositions de systèmes automatiques de désensibilisation de l'exposition pour être peu exposé dans les dernières années avant la retraite. Ça va être la gestion pilotée à horizon. À horizon, ce qui veut dire en fait que on peut prendre entre guillemets plus de risques pour rechercher plus de performance au début, et puis on s'approche du moment où on va devoir toucher en rente ou en capital le fruit de ces investissements, on réduit le risque progressivement, c'est ça? Exactement, en arbitrant de la gestion pilotée vers un support dit support de sécurité, qui est forcément un support de faible risque de type monétaire plus. Et c'est tout? Ou il y a la gestion déléguée aussi? Alors la gestion déléguée ou gestion conseillée, c'est-à-dire que là, ça va correspondre à des gens qui interviennent via un courtier, et c'est le courtier qui va les conseiller. Donc techniquement, vis-à-vis de l'assureur, ils vont être en gestion libre, mais ils ont pu donner un mandat d'arbitrage à leur courtier pour que le courtier agisse à l'intérieur de leur contrat. Donc ils gardent la main, c'est-à-dire qu'ils peuvent révoquer ce mandat d'arbitrage, ils peuvent ne pas suivre les conseils, ils sont techniquement en gestion libre, mais en réalité ils sont conseillés par leur courtier. Guillaume Essette, alors là on a cité différents types de gestion. Ça marche autant sur un contrat d'assurance vie ou un PER? Alors hormis effectivement le piloté à horizon dont on imagine qu'il fonctionne quand même plus sur un PER, mais sinon on peut choisir sur les deux types de véhicules d'investissement tous ces types de gestion? Oui, tout à fait, on peut les choisir. En fait, techniquement, le PER n'est qu'une assurance vie avec un avantage fiscal à l'entrée et des règles spécifiques à la sortie. Alors c'est vrai que dans le cas du PER, on connaît a priori, à peu de choses près, l'âge de son départ à la retraite. Donc ça peut être tentant de s'orienter vers la gestion à horizon. J'ai 15 ans devant moi, automatiquement le contrat va s'adapter. Il y a quand même un bémol à apporter selon moi, c'est que cette gestion à horizon qui est intéressante quand on est jeune peut-être, est un peu plus discutable quand on s'approche de la retraite. Pourquoi? Je reprends ce que vous disiez. À l'approche de la retraite, automatiquement, le contrat se sécurise. Ce qui peut sembler une bonne chose en théorie, mais en pratique, ce qu'on observe chez nos clients, c'est que très rares sont ceux qui réellement, le jour où ils partent à la retraite, vident leur PER. Pour des questions fiscales, puisque les sorties sont fiscalisées, la bonne pratique quand on a un PER un peu important, c'est de sortir de façon fractionnée. Et ça s'étale parfois sur très longues années. En rente ou en capital fractionné. D'accord, ok. Comme sur un contrat d'assurance vie, on peut décider de sortir 10 000 euros cette année, puis rien l'année d'après, puisque pas de besoin, 20 000 euros la suivante, ou de sortir 500 euros par mois, peu importe. Et donc cette sortie en capital fractionné, comme elle est plus souple que la rente, et qu'elle n'aliène pas le capital, est souvent retenue par les clients. Là, ça veut dire qu'on pourrait continuer à rechercher de la performance, même lorsqu'on arrive à l'âge de la retraite, et ça pourrait remettre en cause des stratégies de gestion pilotée à l'horizon pour ceux qui souhaiteraient continuer finalement à chercher de la performance, c'est ça? Absolument, puisqu'en pratique, quelqu'un qui part à la retraite aujourd'hui, il a statistiquement plusieurs décennies de retraite devant lui.
S'il envisage d'utiliser le PER comme revenu d'appoint régulier ou ponctuel pendant quelques décennies, l'argent qui va sortir dans 10 ans, il n'y a a priori pas de raison de la mettre en sécuritaire aujourd'hui et de prendre un rendement faible pendant 10 ans, alors qu'en fait l'horizon de temps sur une partie du PER est long, donc il faut savoir segmenter peut-être le PER en différentes poches, une poche de court, une poche de moyen, une poche de long terme, pour optimiser la gestion en retraite, parce que la retraite, ça dure 20 ou 30 ans. Et alors, au-delà de cette gestion pilotée à horizon, je vais vous poser la question à tous les deux, mais on commence avec vous, Guillaume Essette. Qu'est-ce que vous voyez le plus en matière de type de gestion? Qu'est-ce qui revient le plus dans les demandes? Ou qu'est-ce que vous proposez le plus? Est-ce que vous avez des convictions? Est-ce que c'est les épargnants qui ont des convictions sur le type de gestion? Alors, pour les PER dont les montants sont les plus importants, et pour les clients qui veulent être vraiment actifs dans la gestion de leur épargne, la gestion conseillée, c'est la solution la plus évidente. Donc nous, en tant que professionnels, notre rôle, c'est conseiller. On l'avait pas cité. On avait dit délégué, piloté ou libre. Oui, c'est une, comme le disait mon confrère, c'est une variante de la gestion libre. Techniquement, elle est libre, mais en pratique, elle est conseillée. Le client va valider les arbitrages proposé par son conseil. D'accord. Et ça, quand on fait de la gestion libre conseillée, est-ce que ça veut dire que dans les faits, on change d'allocation tous les ans, tous les 2 ans, tous les 5 ans, ou simplement on l'a choisi au départ et on se repenche dessus quelques années après? On n'en change pas nécessairement. Une allocation qui est bien construite à l'origine, elle peut durer. Néanmoins, les circonstances et les objectifs du client, elles, peuvent évoluer. Les circonstances et les opportunités sur les marchés peuvent évoluer aussi. Mon école, c'est plutôt une allocation solide et laisser les gérants gérer. Il faut du temps pour faire de la performance. Adapté lorsqu'il le faut, mais pas d'arbitrage hyper fréquent qui finalement occasionne parfois des coûts et rarement de la surperformance. Christophe, Olivier, même question. Vous constatez, vous aussi, que finalement la gestion conseillée, la gestion libre, c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui auprès des épargnants, cette idée qu'on peut choisir soi-même dans quoi on investit? Alors, c'est la majorité de ce que nous avons auprès de nos clients. Après, normalement, le mode de gestion, il devrait être la résultante de l'interrogation de connaissances clients et de profil de risque. C'est-à-dire que c'est bien le travail du courtier que d'essayer de comprendre si son client est novice, informé ou expert en marché financier, s'il a l'expérience ou pas des marchés financiers. Et par rapport à ce que le courtier va donner, il va donner une recommandation. Il se trouve que nous avons une base de clientèle qui est plutôt une base de clientèle CSP+, dont une grande partie ont une expérience financière significative et donc ils optent pour de la gestion libre, d'autant plus qu'on offre un PER qui donne accès à une centaine d'ETF et de titres vifs en direct. Donc il y a une gestion qui peut être assez offensive de la part. Ça veut dire est-ce que gestion libre veut dire gestion active? Pas forcément. Alors, gestion libre peut vouloir dire 100% en fonds euros. Ouais. C'est de la gestion libre que de mettre 100% en fonds euros, en réalité. Ça peut être 50% de fonds euros parce qu'on veut bénéficier d'un bonus de collecte qui est dépendant du pourcentage de fonds euros qu'on a, ce qui est très à la mode aujourd'hui. Et actuel, en tout cas, oui. Voilà. Et puis les 50 autres pourcents, on va les mettre dans des fonds obligataires plutôt court terme, peu risqués, pour garder, par exemple, une allocation prudente. Donc ça, c'est la majorité de ce qu'on a. Après, on a évidemment des gens qui n'ont pas d'expérience, qui sont novices, et là, forcément, on les incite extrêmement fortement à aller prendre de la gestion pilotée. Alors, équilibrée ou dynamique, on fait très peu de gestion pilotée prudente, pour une simple raison, c'est que le fonds euro est une forme de gestion prudente, pilotée par l'assureur, à des frais qui sont plus compétitifs généralement que d'aller faire un empilage de fonds obligataires. Guillaume Essette, la gestion pilotée, si je comprends bien, c'est pour ceux qui n'y connaissent rien. On peut caricaturer comme ça, ou il y a aussi ceux qui, globalement, considèrent qu'un expert financier dédié à ça fera toujours mieux que ce qu'un particulier peut décider de faire? La gestion pilotée, c'est déléguer le choix des supports à un spécialiste. Donc ça va intéresser ceux qui cherchent la simplicité,
ceux qui n'ont pas de temps à consacrer à la gestion de leur contrat. Ça peut aussi intéresser ceux pour qui finalement c'est une petite partie de leur patrimoine. Ils font des versements réguliers pour des raisons fiscales, mais l'essentiel de leur patrimoine est ailleurs. D'accord. Et donc, c'est pas là-dessus qu'ils vont se concentrer. Alors ensuite, il y a la gestion pilotée à horizon. Qui se désensibilise, on en a parlé à l'approche de la retraite, et qui peut être intéressante pour certains clients qui ne sont pas dans l'état d'esprit d'assurer un suivi année après année de leur contrat. On en a pour notre part assez peu, mais ça existe. On peut avoir des épargnants qui mettent une petite somme et n'ont plus du tout envie d'y penser pendant des années. Là, la gestion pilotée qui se désensibilise peut avoir son sens. Est-ce qu'il y a une gestion qui est plus chère qu'une autre, pilotée avec plus d'arbitrage par exemple, ou alors libre et volonté de plus bénéficier de moments de marché qui à la fin coûtent plus cher? Vous vous rendez compte, vous, un petit peu, avec le recul de l'impact que ça peut avoir? Alors là, chaque assureur a sa politique en termes de frais. Ce qui est certain, c'est que faut faire une distinction entre la gestion sous mandat, avec une société de gestion qui a un mandat et qui a des honoraires de mandat qui viennent se rajouter aux frais du contrat, de la gestion pilotée qui, chez la plupart des assureurs, n'occasionne pas de surcoût. Ensuite, quels sont les fonds retenus dans la gestion pilotée? Là, c'est vraiment le détail et c'est ce qu'on regarde avec nos clients, puisque d'un assureur à l'autre, les frais et les performances sont très variables. Je pense qu'on a tout dit sur le sujet, messieurs. J'espère qu'on aura répondu aux questions que vous pouvez vous poser sur le type de gestion. De toute façon, si je comprends bien, c'est l'épargnant qui choisit à la fin, quels que soient les conseils qui sont donnés. Il choisit au début et il serait bien qu'il se remette en cause aussi en cours de vie du contrat. D'accord. Pour quelle raison? Parce que la vie évolue, qu'on peut avoir des évolutions qui font que le profil change et que les objectifs ne sont plus les mêmes sur cette partie de leur épargne qu'est leur PER. Merci, messieurs. Merci, Christophe Olivier, directeur général de MyPension Expert. Merci également, Guillaume Essette, directeur associé de Gfineo. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et pour finir cette émission, donc l'œil de l'expert, où nous allons faire un focus sur le 150 0BTR, également appelé dispositif d'apport-cession. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Benjamin Prodhomme. Bonjour Benjamin Prodhomme. Bonjour Nicolas, merci pour votre invitation. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine, vous êtes associé gérant chez Césambre Capital. Alors on va refaire un focus sur ce sujet de l'apport-cession du 150 0BTR. On n'a pas beaucoup de temps, mais en quoi consiste ce dispositif, Benjamin Prodhomme ? Alors, ce dispositif, c'est un dispositif qui permet d'éviter une taxation immédiate des plus-values lors de la cession d'une société. Et c'est un dispositif qui est relativement simple à mettre en place avec un avocat fiscaliste ou M&A qui permet en fait donc d'apporter les titres de la société cédée à une holding qui a l'IS, qui va donc céder les titres de la société. Et si la société est détenue depuis moins de 3 ans dans la holding, il y a une obligation de réinvestir 60% du produit de cession dans certaines activités économiques éligibles dans un délai de 2 ans. Qui est concerné par ce montage? On imagine que c'est des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise, du coup, qui ont une entreprise à céder déjà dans un premier temps. Exactement, tout à fait. La cible numéro 1, c'est évidemment les chefs d'entreprise qui cèdent leur société, mais aussi on voit très régulièrement des cadres stratégiques des sociétés qui cèdent leurs actions lors de la cession de la société. Alors, le dispositif d'apport-cession implique donc de réinvestir dans d'autres entreprises ou d'autres projets derrière. Est-ce qu'on peut décider, du coup, peut-être de scinder, de faire un apport partiel de la société cédée à la holding et puis vendre quand même une partie en direct parce qu'on a envie de récupérer le fruit de son travail? C'est exactement, tout à fait, c'est ça. Ça arrive très régulièrement. D'habitude, les chaînes d'entreprise cèdent une partie en direct pour pouvoir récupérer des sommes d'argent pour assurer leur train de vie, pour leur retraite, pour s'acheter une résidence secondaire, financer les études de leurs enfants ou d'autres projets. Et ils vont en apporter une partie à une holding qui va être donc cédée par l'intermédiaire de cette société et qui va donc être leur holding d'investissement pour le futur, pour qu'ils puissent réaliser des investissements intéressants et diversifiés. Pour les fameux 60% dont vous nous avez parlé, qui doivent être réinvestis dans des activités économiques éligibles, on parle de quoi et quelles sont les solutions d'investissement qui existent ? Alors,
historiquement, c'était des titres de sociétés qui étaient des sociétés industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles, par exemple. Donc, il fallait trouver des sociétés cibles et il y avait une connotation forcément de risque parce qu'il y avait assez peu de diversification. D'accord. Depuis la loi de finances 2019, ça a été extrêmement élargi et donc aujourd'hui, on peut investir dans des fonds de private equity qui sont structurés soit sous format FPCI ou FCPR, qui permettent d'avoir une diversification beaucoup plus forte, donc un risque évidemment moins élevé. Et c'est très diversifié au niveau des sous-jacents. Vous pouvez investir par exemple dans l'hôtellerie. Je réalise régulièrement des opérations avec le groupe Accor, type Mercure, Sofitel, Ibis. Ça peut être également des clubs deals immobiliers, des sociétés qui font de la gestion d'actifs forestiers ou également évidemment des sociétés classiques qui peuvent réaliser parfois plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui sont en forte croissance. J'ai beaucoup de clients qui ont investi par exemple historiquement dans Doctolib ou Mano à Mano, qui sont des sociétés qui ont très bien performé. Alors ça, c'est pour les 60%. Et pour les 40% restants, est-ce que là, il y a des règles qui s'appliquent ou on les utilise comme on veut? Exactement, c'est ça. C'est extrêmement flexible. Vous pouvez en faire ce que vous souhaitez. Donc, il y a une totale liberté par rapport à ça. Vous pouvez investir dans des actifs classiques traditionnels type actions, obligations, de l'immobilier aussi, bien sûr. Et puis aujourd'hui, on voit de plus en plus de l'or ou des crypto-monnaies, par exemple. Donc, c'est extrêmement large. Question fiscalité à présent, parce qu'effectivement, il y a un sujet fiscalité dans le 150.0 BTR. Comment est-ce qu'on purge définitivement l'impôt en report? Alors, pour purger définitivement l'impôt, parce qu'on est en report d'imposition, finalement, il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est la donation de la holding. Donc, dans ce cas-là, les donataires vont devoir conserver les titres 5 à 10 ans en fonction des différentes situations et seront définitivement exonérés. La deuxième solution, entre guillemets, c'est ce qui va tous nous arriver un jour, malheureusement, c'est le décès du gérant de la holding. Et dans ce cas-là, c'est les légataires qui vont toucher donc, sa succession et notamment les titres de la holding auront l'impôt qui sera définitivement purgé. Par contre, il faut tout de même noter que vous n'êtes pas bloqué de manière définitive. C'est-à-dire que si vous voulez sortir avant de donner ou de léguer malheureusement la holding, c'est tout à fait possible par voie de réduction de capital. Et dans ce cas-là, la somme qui sera sortie de la holding sera taxée à hauteur du montant qui sera sorti. Donc vous pouvez tout à fait sortir de l'argent également en cours de route. C'est tout à fait possible. Dernière question très rapidement, Benjamin Prodhomme. Quel objectif d'un tel dispositif pour l'État français? Alors, l'objectif de ce dispositif, c'est extrêmement vertueux finalement pour la France et les Français, puisque c'est un dispositif qui permet déjà de conserver des capitaux en France, et c'est un dispositif qui permet d'être compétitif par rapport à certains de nos voisins européens qui ont malheureusement souvent une fiscalité qui est quand même beaucoup plus intéressante que la nôtre. Je pense par exemple à la Belgique sur les titres, la cession de titres de capitaux mobiliers. Donc ça permet de conserver des capitaux en France. Et évidemment, au-delà de tout ça, ça permet de favoriser l'emploi en France, ce qui est évidemment très important dans le contexte actuel. Merci beaucoup Benjamin Prodhomme. Je rappelle que vous êtes associé gérant chez Césambre Capital. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.